Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bien, alors c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec François Longto, 5e génération de la distillerie qui porte ton nom. Je suis très content d'échanger avec toi, à la fois autour de ton parcours et puis aussi autour de cette emblématique maison de rhum. Bonjour François. Merci à toi de m'accueillir, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Écoute, peut-être pour se plonger directement dans l'histoire de Longto, est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire de cette maison ? Vous êtes la plus ancienne famille encore en activité et totalement indépendante dans l'univers du rhum agricole, c'est bien ça ? Ouais, en fait, on est la plus ancienne famille au monde à encore aujourd'hui fabriquer du rhum agricole. Donc, on fabrique du rhum agricole, depuis 1895. L'histoire est assez atypique, comme bien d'autres, mais effectivement, donc, on est sur une période où on est en pleine crise sucrière, donc fin du 19e siècle. Crise sucrière, apparition du sucre de betterave, donc crise au niveau du sucre roux et du sucre de canne. Et le domaine appartient donc au domaine du marquis de Sainte-Marie. Qui va donc essayer de se refaire la cerise au jeu. Il va donc perdre le domaine et en face de lui, sur la table de jeu, il y a un notaire et ce notaire fait partie des meilleurs amis de Henri Longto. Henri Longto, donc, qui est mon arrière-arrière-grand-père à l'époque, est ouvrier agricole à l'usine, dans une usine à Saint-François, sur la pointe des Châteaux. Donc, il travaille déjà la canne à sucre et il lui demande de venir au domaine pour l'aider parce qu'à ce moment-là, il y a plein de domaines à vendre. Celui-ci est un de plus pour le fameux notaire. Donc, il fait appel à Henri Longto pour entretenir un domaine. Au bout de 5 ans, il aura fait plus que l'entretenir, il l'aura transformé, et il aura surtout transformé la petite sucrerie d'époque en distillerie agricole. Alors à l'époque, on appelait ça le rhum Zabitan, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du rhum agricole, c'est-à-dire du rhum issu du pur jus de canne à sucre. Donc ça, c'est entre 1890 et 1895. Et donc les premiers distillats de rhum Zabitan se font en 1895 et s'en discontinuent jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc ensuite, il transmet la distillerie à son fils. Oui. Qui lui-même le transmet à son fils. Oui. Et ensuite, c'est ton père donc qui rachète la distillerie totalement il y a quelques années, c'est ça ? Exactement. Alors, ce sont des périodes effectivement et des étapes historiques avec des faits historiques différents. La première transmission se fait effectivement par héritage entre Henri Longto père et Henri Longto fils. Donc succession liée à vieillesse et à un décès. Ensuite effectivement la succession entre mon arrière-grand-père et mon grand-père se fait un peu plus avant, c'est-à-dire que mon grand-père rejoint mon arrière-grand-père dès les années 50-60. Et effectivement, il va prendre le relais de mon arrière-grand-père assez rapidement et effectivement au décès de en fait il passe toute la partie post Deuxième Guerre mondiale à effectivement retravailler le domaine, le remettre effectivement d'aplomb entre de la banane et de la canne à sucre et puis jusqu'à effectivement l'arrivée de son décès où effectivement d'un point de vue fiscal et légal, du coup mon grand-père hérite là encore une fois auprès de son père. Et puis ensuite, difficultés liées à des choix stratégiques. On rentre dans le monde moderne, on est à la fin des années 70, début des années 80. On rentre dans le monde moderne, il faut faire des choix. À l'arrivée des capsules à vis, il y a plus de consignes, c'est des bouteilles qu'il faut acheter à des fournisseurs de bouteilles. Les étiquettes, il faut les coller, elles sont déjà pré-collées avec de la colle déjà préintégrée, pardon. Donc il faut faire des choix industriels, des choix structurels. Ils se plantent, on va dire ils se plantent à une certaine période. Le rhum devient un peu moins bon. Mon père le rejoint à ce moment-là et mon père dédie sa vie, donc depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, à faire en sorte que le rhum, premièrement, redevienne bon et redevienne consommable. Mais mine de rien, c'est quand même 20 ans de vie où effectivement, on se retrouve, nous, pour le coup, en pleine crise. Le rhum va bien, mais on se retrouve, nous, en pleine crise. Et on arrive donc en 2005 où mon père fait un choix avec ma mère de s'endetter toute sa vie pour racheter effectivement le domaine dans les mains de son mon grand-père. Donc il n'y a pas un héritage direct à ce moment-là. Effectivement, il y a un rachat.
Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir depuis les années 2010 un monde du rhum qui va pas bien, qui va très bien, et qui fait qu'on arrive à s'en sortir de manière très honorable aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai rejoint mes parents il y a maintenant 11 ans, donc en 2011. D'accord. Et tu as toujours été intéressé par ce milieu-là, par les spiritueux. Est-ce que dès très jeune, tu t'es dit que tu rejoindrais l'aventure familiale ou une autre histoire aurait pu s'écrire Non, en toute franchise, une autre histoire aurait pu s'écrire. C'est pas d'une évidence absolue. Je m'entends très très bien avec mon père, mais on est quand même dans une famille effectivement où le patriarcat est important. Et je mets en parallèle, moi et mon frère et moi, on est d'une génération, donc moi j'ai 37 ans, mon frère a 34 ans, pardon. Et on est d'une génération arrivée des Sega Mega Drive, des PlayStation, des choses comme ça. Alors la chance qu'on a eue, c'est de vivre sur ce domaine, de grandir sur ce domaine, puisque la maison de fonction de mon père, c'était la maison du domaine, l'habitation du domaine. Et effectivement, quand on avait 12-13 ans, on voulait plutôt jouer à la PlayStation avec mon frère que aller couper la canne avec tout le monde. Et donc, le patriarcat étant ce qu'il était, il fallait absolument aller couper la canne avec tout le monde. Et quand t'as 12-13 ans, on va pas se mentir, c'est pas l'envie première quand tu te lèves le matin. Soyons très clairs. Donc, c'était peut-être effectivement à ce moment-là un moment compliqué. À 13 ans, 14 ans, tu bois pas d'alcool, tu t'as pas les plaisirs du produit fini et t'as la contrainte du produit agricole. Donc c'est pas forcément évident. Par contre, me vient assez rapidement cette envie de vendre, de faire des choses. Ça me plaisait. La bouteille, le final, le produit joli à la fin. Même si j'avais pas le droit de le goûter, j'avais le droit de le toucher, le voir. Et ça me plaisait. Et donc pour le coup, ma mère qui était depuis ce moment-là sur le terrain et avec les équipes commerciales, j'accompagnais tout souvent ma mère pour l'aider dans les rayons de magasins, dans les restaurants et tout, pour effectivement l'aider à vendre le rhum. Donc ça m'a toujours effectivement plu, mais c'était pas forcément une évidence. Et par contre, j'ai fait plein de stages pour être commercial, pour faire des choses comme ça. Et le hasard fait que j'ai commencé à vendre du whisky. Et là, je me suis dit, tu fais une belle connerie, on va arrêter de vendre du whisky et on va aider papa et maman. Et donc là, je me suis donné 6 ou 7 ans devant moi en me disant, je dois revenir effectivement avec une expérience différente de la leur. Je dois revenir pour les aider, je dois revenir en apportant des choses et je ne dois pas juste venir et être entre guillemets un boulet supplémentaire, un fils à papa pour dire je veux travailler avec mon papa, avec ma maman. Non, j'ai fait d'autres choses avant et ensuite je suis revenu 7 ans plus tard. D'accord. Donc en 2011, tu reviens et à ce moment-là, donc tu as une casquette, si j'ai bien compris, marketing commercial. Ouais. Et vraiment de développer le rhum Longto, j'imagine, en local et aussi à l'export. Oui, complètement. En fait, du coup, de mes études, donc j'ai fait des études de commerce, j'ai fait des études de marketing, et du coup derrière, j'ai travaillé pour plusieurs structures. Donc une structure de distribution en Guadeloupe qui était représentante, d'ailleurs qui existe toujours, qui est toujours représentante du groupe LVMH en Guadeloupe. Et ensuite, pendant 5 ans, j'ai travaillé pour un groupe qui a strictement rien à voir, mais qui a été très formateur et dont j'oublierai jamais ce passage. C'est le groupe Mars, donc fabricant de produits pour animaux, fabricant de M&M's, Mars, pour citer des marques très connues par tout le monde. Et ensuite, effectivement, au bout de 5 ans, ce groupe m'a muté en Guadeloupe. Alors ça devait être en Martinique. Du coup, j'ai demandé la Guadeloupe, ils ont accepté. Et forcément, ce retour aux sources, j'ai rapidement arrêté Mars en me disant ça y est, j'étais prêt. Et puis donc j'ai retrouvé l'équipe familiale dès avril 2011, avec effectivement le bagage pour lequel j'avais été formé et l'expérience que j'avais acquise chez Mars, c'est-à-dire effectivement gérer des distributeurs locaux et étrangers, et puis s'occuper du marketing. Donc ça a été effectivement ma première mission qui a occupé toute mon année 2011-2012. D'accord. Et après, de fil en aiguille, tu es devenu maître de chai de la maison. Et moi, ma grande question, c'est avec un background commercial, comment est-ce qu'on apprend ce métier de maître de chai? Comment on devient maître de chai d'une maison? La plupart du temps, il faut un cursus qui s'en rapproche le plus. C'est mieux. Après, on a la chance dans des sociétés familiales, dans des structures familiales, de pouvoir l'apprendre sur le tas. Moi, dès mon enfance, j'ai toujours été très curieux de la gastronomie, très curieux des jolis produits et des bons produits. Ça, j'ai eu la chance que mes parents m'ont éduqué dans ce sens-là. Et effectivement, après, en arrivant, c'est vrai que je sortais d'un groupe où
quelque part tout était structuré, tout était déjà fait et on n'avait qu'à imaginer des choses et les gens allaient les réaliser pour toi derrière. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, si je pouvais inventer un truc ou imaginer quelque chose, c'était peut-être pas toujours évident de le faire derrière. Et donc, j'ai mis la main à la pâte, à la fois en production, à la fois au niveau déchets. Et j'ai trouvé ces moments-là absolument magiques. Je les adorais en termes de dégustation, quand je prenais l'apéro avec mes parents ou avec des amis. Mais ce moment où tu te retrouves seul entre l'étoile d'araignée, l'humidité, le fût et le rhum, c'est un moment magique et qu'aujourd'hui encore, je peux pas m'en passer. Donc ensuite, comment on le devient ? Bien sûr qu'il faut être humble parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, en toute sincérité. Ça veut dire qu'il faut goûter, beaucoup goûter, être souvent seul. Mais c'est des moments qui sont assez intéressants et assez appréciables parce qu'en fait, ça te donne le temps de respirer. Alors on est sur des chais qui sont très humides, donc il fait très chaud. Mais cette solitude à ce moment-là, elle est intéressante parce que t'es confronté à tes propres émotions, t'es confronté à ton propre goût. Bien sûr qu'ensuite tu discutes. Je discute beaucoup avec mon père à ce moment-là, beaucoup avec mon frère qui nous rejoint dès 2014 aussi pour être sûr que on part pas dans tous les sens. Mais effectivement, c'est de l'apprentissage et de la lecture, beaucoup de lecture et des rencontres très fortes. Un tonnelier, d'autres distillateurs, c'est des choses qui sont importantes pour moi dans mon parcours depuis 2011 en tant que maître de chai cette fois-ci, très clairement. Ouais. D'accord. Oui, c'est la somme de ces échanges qui permettent de construire aussi une expertise et en tant que maître de chai. Oui, complètement. Et puis en plus, quand j'arrive en 2011 et quand je prends vraiment en main le chai en 2012, on a aussi l'expérience des prédécesseurs, donc que ce soit mon père et surtout mon grand-père, avec des méthodes qui sont propres, qui étaient propres à eux à ce moment-là, mais aussi avec des méthodes qui étaient forcément en parallèle avec les méthodes des tonneliers, avec les méthodes des moyens techniques qu'on avait à ces époques-là. Et j'ai eu l'opportunité effectivement dès 2014 de pouvoir les ajuster avec les moyens modernes qui nous appartiennent aujourd'hui et avec effectivement des rencontres et notamment des tonneliers avec lesquels j'ai pu rentrer dans des notions de détail assez intéressantes. Et ce que je me disais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression finalement quand on devient maître de chai d'une maison familiale avec une véritable histoire ? J'imagine qu'on peut parler d'héritage familial. Comment est-ce que tu vis cet héritage familial ? La pression, on la ressent pas forcément tout de suite parce que quand j'y vais avec ambition, mais j'y vais aussi avec une certaine notion d'innocence. Et en même temps une notion qui reste quasiment tout à faire. On a certes 127 ans, 128 ans aujourd'hui, mais on est au début du monde du rhum et de l'expansion de ce monde-là, donc en fait on est quand même au début. Mais c'est vrai qu'ensuite c'est le regard de la famille donc la famille, à la fois la famille proche, c'est-à-dire mon frère, mon père et ma mère, et aussi le regard de la famille sur ce qu'on fait de l'héritage, effectivement, notamment des grands-parents et de la manière dont on faisait le rhum avant. Et ça, effectivement, c'est une pression, je peux pas qualifier de forte, mais c'est une pression que j'ai toujours à l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mes équipes, je parle souvent de profils, de signatures, de caractéristiques de ce que représentent les rhums Longto. Et ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que le monde du rhum est tellement fort que l'innovation, elle est à la fois très intéressante, mais à la fois très perturbante. Et je pense avoir eu cette chance à un moment donné de prendre le recul, de me dire non, mais quand on fait des innovations, quand on fait des choses, c'est très bon chez les confrères, donc on peut parfois découvrir des choses chez les confrères, on dit c'est très bon, donc on a envie d'essayer de faire pareil, en disant si ça a apporté ça chez eux, ça peut être intéressant chez nous. Et là on se dit mais attends, non, c'est pas ce qui a été construit depuis plus d'un siècle. Revenons à l'essentiel et revenons au goût. Donc il y a des choses qu'on a testées, qu'on n'a jamais sorties, parce qu'elles étaient effectivement fondamentalement différentes de ce qui est le patrimoine aromatique Longto. Et donc ça, c'est pas une pression, mais c'est quelque chose que j'ai à l'esprit en permanence. D'accord. Ça, c'est très important pour moi et c'est très important pour nous. Et donc le patrimoine aromatique Longto, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Quelle est la signature peut-être Longto ? La signature Longto, elle vient d'abord effectivement du rhum blanc.
Ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la famille, que ce soit particulièrement mon père, mais même mon grand-père ou ma grand-mère avant. Le rhum blanc, c'était le rhum blanc ou le tiponche, comme tu veux. C'était un moment sacré. C'était moi, je me souviens des dimanches midi familiaux chez mes grands-parents. Le tiponche, c'était le moment. C'était ma grand-mère qui le préparait. Mon grand-père était assis tranquillement dans son fauteuil et le tiponche arrivait sur un plateau en argent avec le zeste de citron juste à côté du verre qui était déjà avec du rhum blanc et du sucre dedans. Mais le dernier geste, c'était mon grand-père qui le faisait. Et ça, c'est des moments qu'on peut pas oublier, et c'est des moments qui sont importants. Et donc, la notion de tiponche et la notion aromatique du rhum blanc, elle est importante. Alors, la signature vient aussi du terroir, qui est celui du domaine du Marquisat de Sainte-Marie, donc à Capesterre-Belle-Eau, où on va travailler du coup 2 variétés de canne à sucre. Donc ça vient aussi des variétés qu'on va utiliser, donc la bleue et la rouge. Et c'est ce qui va faire effectivement le patrimoine aromatique du rhum blanc, qui va nous permettre derrière de découler un patrimoine aromatique des rhums vieux. Et forcément, c'est lié. On ne peut pas dissocier, sous prétexte que ça va passer dans un fût, que c'est pas nous qui l'avons fabriqué. On peut pas dissocier ces 2 aromatiques-là. Et donc ça, c'est effectivement mon travail depuis 2012, particulièrement au niveau du chai. C'est parce que à titre personnel, je n'interviens pas dans la fabrication du rhum blanc et dans l'agriculture. C'est des domaines qui sont réservés entre guillemets à mon père et à mon frère qui maîtrisent absolument parfaitement. Alors j'interviens quand je veux me faire plaisir, quand je veux aller croquer un bout de canne à sucre ou goûter le distillat que mon frère est en train de sortir. Mais j'interviens pas du tout dans la fabrication. Donc, en fait, mon rôle avec mes équipes au niveau du chai, c'est de préserver tout ce que mon père et mon frère et leurs équipes ont réalisé les mois précédents. Et donc, c'était le premier constat, c'est de se dire qu'il fallait que je retrouve, donc ça, c'est en 2014 où j'ai eu effectivement cette lumière-là, entre guillemets, c'est qu'il fallait que je trouve des fûts et un tonnelier qui me permettent de préserver l'aromatique des rhums blancs, donc sans forcément du coup trop les boiser, sans forcément les dénaturer, en préservant effectivement ce goût de jus de canne, ce goût de canne à sucre. Le profil Longto au niveau des rhums blancs, c'est aussi des notes de réglisse, des notes d'anis étoilé, des notes d'agrumes et citron vert. Donc c'est tout ça qui permet effectivement qu'on doit retrouver dans les rhums vieux par la suite. C'est plus facile sur un rhum vieux jeune de 3 ou 4 ans, mais il faut aussi le préserver sur des rhums très très vieux. Et là, je prends toujours un autre exemple qui pour moi fait partie aussi de ma culture personnelle et de mon historique personnel en tant que dégustateur de produits, c'est le Calvados. Calvados, je trouve que c'est l'un des plus beaux exemples des spiritueux où sur des spiritueux de 20 ans ou 25 ans, on a encore ce goût de la pomme ou ce goût du cidre. Ouais, et ça, c'est ce qui fait ma motivation tous les jours au chai, c'est que je veux retrouver le goût de canne à sucre, que ce soit un rhum de 3 ans, que ce soit un rhum de 10 ans. D'accord. Donc en fait, on peut te dire que d'une certaine manière, c'est une ligne directrice que tu as et que tu maintiens dans tous tes projets de vieillissement. C'est vraiment toujours garder, c'est un peu aussi, j'imagine, une notion d'héritage, le travail qui a été fait avant dans le champ, le travail de la distillation et le profil aromatique, et puis toi derrière ajouter, je dirais, ta brique sur la partie vieillissement, mais toujours en gardant la même ADN du début à la fin. Ah, c'est exactement ça. Et ce qui fait plaisir du coup, c'est que les équipes qu'on a autour de nous rentrent aussi dans cet état d'esprit-là. Donc ça veut dire que la première chose qu'on fait avant de décider de mettre en vieillissement, c'est qu'on va goûter les lots qu'on veut mettre en vieillissement. Et en fonction du lot qu'on veut mettre en vieillissement, soit on a déjà des fûts qu'il faut remplir et on va donc effectivement faire la corrélation entre le fût et le choix de l'eau de vie, ou alors on va aller acheter des fûts qui correspondent effectivement à ce qu'on a directement en cuve inox pour le rhum blanc. Et ça fait partie, je pense notamment à Lucien qui est mon plus proche collaborateur au niveau du chai, ça fait partie de la dégustation qu'on s'impose, mais qu'on refuse jamais, mais qu'on s'impose très clairement aussi pour être sûr que la corrélation est totale et que qu'on ait un minimum de certitude sur ce que va donner le profil aromatique dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Donc ça, il faut avoir un minimum de certitude. Aujourd'hui, on a des tonneliers qui permettent de rajouter ces certitudes-là qu'on n'avait pas forcément avant. La technologie a avancé. Et quand on fait de l'innovation, parce qu'on en fait beaucoup chez Longto, mine de rien, elle doit être toujours en corrélation avec ce profil aromatique et avec ce patrimoine aromatique. Donc, on peut travailler sur plein de choses, mais jusqu'à la limite d'un profil aromatique qu'on ne veut pas franchir. D'accord. Et en matière d'innovation, comment est-ce que ça se passe ? Vous avez rapidement des idées ou des directions que vous voulez explorer, ou ça se fait plus, je dirais, de manière empirique
en testant énormément de choses et finalement en isolant quelques projets qu'on a envie de poursuivre et de faire aboutir? Comment est-ce que ça se passe, ce processus d'innovation? Alors c'est là où c'est effectivement le maître de chai a rejoint rapidement le cerveau du responsable marketing, puisqu'effectivement le responsable marketing avait des idées qu'il n'arrivait pas à mettre en place, donc il a dû aller dans le chai pour les mettre en place. Mais ça vient effectivement de beaucoup de lectures d'une part, et ça vient de beaucoup de dégustations et de la volonté de comprendre pourquoi la dégustation se passe ainsi. Donc la première innovation est l'une des premières choses, mais que mon père avait déjà anticipé dans un premier temps. En tout cas, c'est des questions qui s'étaient déjà posées avant que j'arrive, mais que je n'ai fait que amplifier et aller jusqu'au bout. Je parle notamment de la notion parcellaire, où effectivement, à un moment donné, on se disait mais pourquoi ça n'a pas le même goût en fonction de tel endroit? Pourquoi ça n'a pas le même goût en fonction de telle canne? Donc le fait de pousser la démarche et de pousser la curiosité fait que du coup, on arrive dans l'innovation en se disant en fait, on a l'impression qu'on a trouvé quelque chose. Il faut le dire, il faut le faire et il faut le prouver. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est plus on va chercher à comprendre pourquoi on ressent ce goût-là, plus on va se rapprocher effectivement de curiosité, plus on va se rapprocher effectivement de tests, et plus effectivement on va dire là il y a quelque chose et il y a une innovation. On n'a pas touché à l'aromatique, ça ne remet pas en cause le patrimoine aromatique. Donc à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin et en faire quelque chose effectivement pour le coup de commercial. Donc dans ces innovations-là, il y a eu donc les parcellaires dont je viens de parler. La deuxième innovation qu'on a pu créer derrière, c'était les brutes de colonne. Mmh. Donc là, ça vient aussi plutôt de mon frère où effectivement, lui, il a accès aux sorties de colonne au quotidien. Et cette relation qu'on a de quand ça sent très fort l'anis étoilé, quand ça sent très fort la réglisse, la sortie de colonne, il m'appelle, peu importe ce que je fais, il m'appelle et puis il me dit là ça sent fort l'anis étoilé. Donc on sait que quand ça sent fort l'anis étoilé, en général avec de la maturation en cuve inox derrière, c'est des profils aromatiques qui sont très très bons pour nous et qui correspondent vraiment aux fondamentaux de ce qu'est le rhum agricole pour nous. Et du coup en disant en fait c'est très bon déjà. C'est chaud, c'est dur, c'est brut, mais c'est très bon. Et du coup vient l'idée à ce moment-là, on pourrait le commercialiser. Et puis en fait mon frère me dit mais t'es fou, il y a que moi qui bois ça. Je dis mais si toi tu le bois, il y a peut-être d'autres personnes qui vont le boire. Et donc on part dans c'est aussi parfois des liens, des discussions entre frères, des discussions entre père et fils, et qui nous amènent évidemment à se dire non mais chiche on y va. Le brut de colonne c'est chiche on y va. Et moi j'avais promis à mon père qu'on vendrait tout parce que c'était un investissement marketing derrière assez lourd et des investissements de stock assez lourds. Et j'avais promis à mon père qu'on les vendrait en 2 ans et le premier lot on l'a vendu en 6 mois. Donc le contrat a été rempli, on a fait du coup d'autres innovations derrière sur le brut de colonne puisqu'on a développé, on avait eu l'état d'esprit de le mettre aussi en vieillissement, donc on a pu faire des bruts de colonne ambrés, des bruts de colonne vieux, donc ont 4 ans maintenant. Et puis ensuite, c'est aussi avec des discussions avec les consommateurs, avec les professionnels, avec les cavistes. Je parle de quelque chose qu'on a présenté notamment au Rumfest en avril 2022. Sont les collections de la forêt. Et en fait, les collections de la forêt viennent d'une double réflexion. La première, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire pousser la réflexion du goût en disant mais si ça sent ça, si je goûte ça, pourquoi, comment et d'où ça vient. En parallèle de consommateurs ou de cavistes qui disaient votre collection parcellaire elle est géniale, à quand les parcellaires de rhum vieux? On l'a testé, on l'a essayé, on en a fait, et en fait il est impossible aujourd'hui pour nous ou pour moi de prouver que le goût qui va ressortir d'un fût après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, ça vient effectivement de l'aromatique liée à la parcelle. Impossible de le prouver. Réflexion, on la pousse, on discute avec mon tonnelier, écoute François, ça fait 20 ans qu'on fait de la recherche sur du parcellaire de forêt et du parcellaire de chêne. Bon, c'est très bien ça, on va faire des essais. Et donc c'est 2 ans d'essais, effectivement, pour prouver, en prenant des forêts différentes au niveau de la France métropolitaine, évidemment, et montrer qu'effectivement, donc on touche pas à la chauffe, on touche pas à la maturation des bois, avec effectivement pour avoir des comparaisons radicalement identiques et puis évidemment on va mettre le même rhum derrière et du coup effectivement donc on arrive sur une 30aine de critères qu'on a essayé, on a 3 qu'on arrive à confirmer qui nous permet de dire aujourd'hui l'aromatique effectivement du rhum vient aussi du fait que le bois, certes c'est du chêne, certes c'est les mêmes profils, mais ils viennent de bois d'origine différentes, de forêts différentes, et donc ça nous procure effectivement des goûts différents. Donc ça c'est vraiment ce qu'on adore faire. À titre personnel, je m'éclate particulièrement là-dedans. Et donc on n'est pas prêt de s'arrêter. Il y en a d'autres qu'on souhaite réaliser.
Jusqu'à ce que, alors elles sortiront pas, on verra en fonction effectivement du patrimoine aromatique et du respect de ce patrimoine-là. Ok, peut-être pour continuer sur cette partie produit, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu des marques de la distillerie? Vous avez notamment Longto d'un côté et Papillon qui a été lancé plus récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu effectivement des différentes gammes de produits que vous avez aujourd'hui? Bien sûr. Alors, déjà au niveau des deux marques, Papillon a été construit effectivement en 2019. Pour des raisons qu'on a un petit peu évoquées juste avant, justement, c'était les essais qu'on pouvait faire et puis ce patrimoine aromatique Longto où, encore une fois, on parle pas de pression, mais on parle de préservation de quelque chose d'essentiel pour la famille. Et effectivement, par contre, ça crée peut-être chez moi une certaine frustration. Évidemment que je me reconnais totalement dans le patrimoine aromatique de Longto, mais je trouve que dans le monde du rhum aujourd'hui, le champ des possibles est assez dingue. Et c'est pour ça qu'on a créé Papillon. Alors pour être très clair, Papillon a été créé d'une innovation que je souhaitais faire sur Longto qui n'a pas fonctionné. Et en l'occurrence, c'était une innovation sur des finitions ou sur des doubles maturations avec des origines de fûts différentes. C'est-à-dire que historiquement sur Longto, on travaille sur des fûts ex-cognac ou sur du fût neuf. Et quand j'ai travaillé effectivement sur des essais, je me suis aperçu assez rapidement qu'effectivement, ça n'avait plus du tout le même goût, donc je ne reconnaissais plus le rhum Longto en tant que tel. Et surtout, c'est que sur du chêne ex-cognac, le nouveau fût prenait beaucoup trop la main. Donc on avait un déséquilibre aromatique qui, pour le coup, techniquement, me convenait pas. Et donc est venue l'idée rapidement de travailler sur du fût de chêne américain. Donc signature Longto, on en est très loin. Et donc est venue l'idée de créer Papillon à ce moment-là en disant on va créer une deuxième marque, et symbolique aussi de la Guadeloupe, qui va nous permettre effectivement d'ouvrir complètement le champ des possibles, qui va avoir aussi son propre patrimoine aromatique, j'y reviendrai, mais avec effectivement quelque chose que j'appelle plutôt complémentaire à Longto. Alors ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui font les deux rhums, les deux marques, mais justement qui nous permettent justement d'avoir toujours cette tenue, cette alerte de ce sont deux rhums différents, donc en fonction de ce qu'on est en train de fabriquer et la manière dont on le fabrique, on va pouvoir soit faire du Longto, soit faire du Papillon, et on va s'y tenir. Donc Papillon aujourd'hui n'a que 3 ans et demi, donc on est sur des vieillissements en rhum, en fût de chêne américain, donc soit ex-bourbon, soit fût de chêne américain neuf. D'accord. Donc qui vient en complément de ce qu'on peut faire effectivement sur Longto, avec un patrimoine aromatique qui est plus poussé sur des notes plus rondes, sur des notes plus vanillées, et qui permet justement sur des doubles maturations ou sur des finitions d'avoir quelque chose de plus tenu, de plus marqué et de plus équilibré. Donc là, je dévoile des choses qui ne sortiront pas avant 3 ou 4 ans, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Papillon. C'est vrai que parfois on peut, certains consommateurs peuvent être frustrés de l'étroitesse de la gamme Papillon et surtout la faible quantité de rhum vieux. Mais oui, mais c'est une marque qui n'a que 3 ans. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un rhum vieux 3 ans, si on parle de rhum vieux. Mais c'est le début effectivement du patrimoine aromatique de Papillon qu'on est en train de créer et qui va prendre effectivement une bonne dizaine d'années facile. Donc ensuite à l'intérieur effectivement de ces collections, donc Papillon, je commence par Papillon, c'est peut-être la plus simple. On va avoir effectivement 3 rhums représentatifs de ce qu'est le rhum agricole. Donc on va avoir un rhum blanc à 53 degrés, on va avoir un rhum brun donc c'est 6 mois en fût de chêne américain à 45 degrés, et donc effectivement un rhum vieux, donc 3 ans, fût de chêne américain. À la fois effectivement donc ce sont 2 typologies de fûts, avec des fûts qui ont 3 ans mais qui ont été vieillis intégralement dans des ex-bourbons, et assemblés avec des fûts qui ont également 3 ans mais qui ont été intégralement vieillis dans des fûts de chêne américains. Donc la gamme est assez courte pour aujourd'hui. Ensuite, en Guadeloupe, on a développé une gamme de rhum épicé sur lequel on va rajouter des épices locales, donc que ce soit de la cannelle, de la vanille, de l'orange et du miel pour 3 produits différents. Et puis ensuite, effectivement, donc ce qui fait les collections Longto, on a toujours travaillé une collection qu'on a appelée classique, avec ce qu'on fait depuis quelques décennies maintenant, donc sur une base d'assemblage rhum issu de canne bleue et rhum issu de canne rouge.
rouge, donc dans les proportions grosso modo 65-35. Donc la gamme classique qu'on connaît tous, dont le produit iconique est le 62 degrés, où aujourd'hui les rhums Longto sont connus pour ça, avec une déclinaison du coup de degrés, 62, 55, 50 et 40, mais qui proviennent de la même base et du même assemblage de départ. Sont issus de cet assemblage-là, et notamment du 50 degrés et 55 degrés, le rhum vieux 3 ans. Donc ex-cognac, pour la philosophie Longto historique. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement nous aujourd'hui les gammes classiques, et puis ensuite développer les gammes effectivement donc parcellaires, donc ou dans lesquelles on n'avons que des rhums blancs et dans lesquelles il y aura que des rhums blancs. Les gammes de brut de colonne, donc un rhum blanc mais qui a été sorti sur plusieurs millésimes, donc plusieurs rhums blancs, un rhum ambré et un rhum vieux mais qui vont revenir l'année prochaine sous un autre millésime, et également un 6 ans d'âge sur le brut de colonne qui sortira également l'année prochaine. Une collection effectivement, la collection Harmonie, sur la philosophie de maître de chai, la philosophie d'assemblage, avec 4 opus, le 4e qui est sorti cet été. Donc on parle de prélude, symphonie, concerto et opéra. Et puis une large gamme de punch, donc nous on appelle ça des punch, parce que la tradition antillaise et la tradition guadeloupéenne, c'est le mot punch qui est important. On parle pas de rhum arrangé, c'est pas la même histoire, c'est pas la même philosophie, sur lesquels on va travailler effectivement les fruits locaux, encore une fois, avec le produit phare qui est le punch maracuja, avec d'autres produits comme le planteur, le coco, le citron vert, l'ananas vanille et j'en passe, avec comme philosophie première le fait aussi de dire sur un domaine comme le nôtre, il y a des endroits qui sont des parcelles qui sont très grandes et très adaptées pour faire de la culture de canne à sucre, et puis il y a d'autres parcelles qui sont plus en pente et moins adaptées pour la culture de canne à sucre, mais totalement adaptées à la culture de fruits, particulièrement le maracuja. Donc avec ce côté effectivement agriculteur distillateur, mais agriculteur ça veut dire canne et ça veut dire fruits aussi, et donc de retrouver dans nos punchs, alors pas à 100% aujourd'hui parce que les développements font que les développements d'un côté commerciaux et de l'autre côté des cyclones ou des tempêtes comme on peut avoir de temps en temps, font que l'agriculture souffre, et mais avec la philosophie d'avoir en majorité effectivement des fruits du domaine dans nos punchs. D'accord, ok. Ça fait encore de très belles choses à découvrir. Oui. Peut-être pour finir sur cette partie-là, quelles sont un peu les grandes lignes de développement à venir? Comment est-ce que tu vois la maison Longto dans 10 ans? Au-delà de la maison Longto, parce que je pense que je vais faire une réponse peut-être plus générale, je pense que le rhum agricole de Guadeloupe est dans une phase compliquée. Les rhums Longto en font partie. Quand je dis compliqué, c'est à la fois on a une chance inouïe, c'est qu'il y a 9 distilleries en Guadeloupe. Sur les 9, il y en a 8 qui sont familiales. Ce qui pour moi est un avantage incroyable, parce que on a la chance d'avoir en Guadeloupe des rhums identitaire à l'état d'esprit de son propriétaire. Donc l'identité à la fois de la structure et l'identité aromatique. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait la force de la Guadeloupe, et ça, c'est génial. Par contre, c'est des distilleries familiales, donc c'est des distilleries avec peu de moyens. En tout cas, avec les moyens des familles et pas les moyens de grands groupes. Et c'est tout... l'ambition que nous devons tous avoir, c'est de structurer nos entreprises, les structurer déjà en interne, les structurer pour aller plus loin, et les structurer dans un monde de rhum qui lui-même n'est pas forcément super bien structuré. Donc c'est toute l'ambition que nous devons avoir. Donc la distillerie Longto, elle a des projets, elle a des projets de développement structurel, donc c'est-à-dire des bâtiments, ça veut dire intégrer de nouveaux collaborateurs dans ces nouveaux bâtiments, des nouveaux chais, mais aussi c'est de se battre politiquement, je dirais, plus généralement aussi pour défendre la notion de rhum agricole, au-delà effectivement de ce que ça peut représenter dans les Antilles françaises, en disant c'est du rhum sans colorant, c'est du rhum sans sucre, c'est du rhum pur jus, et donc ce pur jus, il a une identité, il faut la défendre effectivement à l'échelle nationale et mondiale. Donc ça, c'est les enjeux effectivement à la fois pour nous, donc les horizons structurels en termes de bâtiments, c'est horizon 5-6 ans, et je pense 10 ans des structures effectivement plus politiques. Ouais, des vrais enjeux long terme. Oui, complètement. Ok, très bien. Bien écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore 3 questions. Bien sûr. Quel est ton spiritueux préféré en dehors du rhum, naturellement? Oh, je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est le Calvados. Si j'ai le droit de dire, particulièrement Maison Dupont, c'est une maison qui est formidable et qui est dans l'authenticité des produits, c'est assez dingue, et je me retrouve complètement dans ce genre de maison.
Ok. Quelle est la plus grande claque de dégustation que tu aies pu prendre? En rhum ou spiritueux? En spiritueux. Ah. Compliqué comme question. Mais je reste sur Calvados Dupont 30 ans brut de fût. Claque parce que déjà c'est un moment incroyable d'histoire qu'on s'approprie quelque part, et claque parce que au bout de 30 ans en brut de fût on sent encore la pomme ou le cidre, donc ça se voit très clairement, je pense. Et après, bon, ça va pas être très innovant, mais en tout cas, ce que j'ai préféré goûter dans ma vie et qui est chargé d'émotions, et c'est un rhum Longto 1940. Je crois que j'ai pas goûté meilleur spiritueux dans ma vie. Alors, ça fait très, voilà, c'est sur nous-mêmes, mais une autre vie de cette qualité-là, avec cette histoire-là, voilà, j'ai la chance de goûter un Longto 1940 et ça, c'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. Et le mot de la fin, de quoi es-tu le plus fier? Waouh, question compliquée. Question compliquée parce que c'est un travail sur soi, donc c'est pas toujours évident. Peut-être du regard de mes enfants parfois. C'est compliqué, c'est le genre de questions compliquées. Mais oui, quand les enfants sont fiers de voir leur nom de famille sur une bouteille, c'est drôle. C'est drôle. Quand on demande à des enfants qu'est-ce que fait papa, papa il boit du rhum. Mes enfants ont 4 ans et 7 ans. Quand la maîtresse demande qu'est-ce que papa fait comme métier, c'est pas papa fabrique du rhum, c'est papa boit du rhum. Donc ça peut être drôle aussi. Mais cette émotion-là, voilà, elle est forte pour moi, et c'est voilà. Après ils travailleront dans le rhum ou pas, mais la fierté qu'on peut avoir à se retrouver derrière une bouteille qui porte notre nom avec les enfants, c'est drôle. Génial. Mais écoute, un grand merci François pour ce vrai moment de partage. Merci à toi. C'était passionnant. C'est gentil, merci. Et, à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.